Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, une section veille bien fournie. Le dossier de cette émission est consacré à PhoneGap et le développement des applications mobiles en HTML5. Dans la toolbox, Teddy nous parlera de Browser Stack et dans la zone 404, je vous jure que vous allez vous y perdre. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section veille. Salut Teddy, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien et toi? Ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, alors, du coup, c'est toi qui commences pour la section veille aujourd'hui et je crois que tu vas nous parler d'émulation dans G-Chrome. Ouais, alors émulation, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. Dans les prochaines versions de Google Chrome, en tout cas en stable, c'est déjà disponible dans Google Chrome Canary, qu'on peut D'accord, installer en parallèle du Chrome stable, il n'y a pas de souci. On a deux icônes différentes, on a une belle icône toute jaune pour Chrome Canary. d'accord, Je pense que c'est parce qu'il s'appelle Canary comme le poussin. c'est ça. Et donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dedans, et notamment toute une partie dans les DevTools sur l'émulation pour les mobiles. Donc c'est un flag à activer. Il faudra regarder dans les liens de l'émission, il y aura l'article qui a été publié par par Google là-dessus. Mhm. Et une fois que c'est activé, ce flag, on a une nouvelle table dans les DevTools qui permet d'activer tout ce qui est émulation mobile. Et du coup, quand on fait ça, donc on a plusieurs configurations. Chez on peut changer le user agent, la taille de l'écran, le ratio de pixels, etc. Mais ça, c'est un genre de truc qu'on va rarement modifier nous-mêmes parce que il y a des presets déjà. On a une liste déroulante avec plein de téléphones dont les presets sont déjà enregistrés. T'as Ouais, le c'est Nexus top ça. 5, le Galaxy S4, Les le Note 3, iPhones. tout ça. Est-ce Voilà. qu'il y a des tablettes dedans? Oui, il y a les J'imagine tablettes. que oui, mais... Il y a les D'accord, ouais, ça tablettes. c'est cool. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça fait pas juste resizer l'écran. En fait, tu peux aussi plugger ce DevTools avec ton téléphone que tu as à côté de toi, et du coup, tu peux saisir une URL dans ta barre d'adresse sur ton desktop, et du coup, ça va recharger en même temps sur ton téléphone et Ah sur ouais, ton ordi. ouais, ça Et c'est du coup, cool. tu peux manipuler en direct sur le téléphone, tu peux voir, je sais pas si tu travailles sur une animation ou sur du Mhm. Canva, des trucs comme ça, tu le vois en même temps sur ton PC, sur ton téléphone. Et du coup, sur ton téléphone, bon, tu as juste l'animation, parce que l'écran il est petit, et c'est plus pratique de voir tout ce qui est CPU profiling ou memory profiling sur le grand écran de ton Bien sûr, ordinateur. mais du coup ça profile ce qui se passe sur le téléphone en fait. Ouais, Ouais, mais c'est cool parce ouais. que Et si ça t'as me fait pas de téléphone, penser, ça marche aussi. ouais, ça me fait penser exactement à ce que fait déjà Apple avec Safari. Alors, évidemment, ça marche qu'avec Ouais, Safari, mais ça marche bien ça d'ailleurs aussi. C'est vachement bien pour développer. Bah écoute, c'est cool c'est super que pratique. Google s'y mette aussi parce que c'est vrai que les sites web ils sont de plus en plus visités par des mobiles ou par des tablettes, donc c'est bien que Exactement. on Et puisse les sur développer mobile, dessus. ouais, et sur mobile, tu peux avoir des espèces de DevTools. C'est quoi le DevTool sur Firefox? Je me rappelle plus comment. C'est C'est Firebug. Firebug. Hmm. Il existe aussi sous forme d'applet JavaScript, donc tu pouvais l'avoir sur ton mobile, sur l'écran de ton mobile, mais Oui, celui c'est sur vrai. l'écran du mobile il est tout petit, quoi. Ouais, il est tout petit et du coup, Donc fallait débugger c'est pas sur le pratique. mobile, quoi. J'étais déjà que Ouais, c'est déjà bien touffu le Firebug ou même les DevTools sur le desktop. Sur mobile, exactement, ça pique un peu, c'est clair. exactement. Bon, Donc bon, c'est pas nouveau parce que comme tu as dit, il y a Apple qui le faisait avec Safari et iOS. Mais c'est juste que là, du coup, c'est intégré un peu comme dans Safari, mais ils ont été plus loin où tu peux vraiment tout débugger. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu peux vraiment plus facilement développer sur mobile, quoi. c'est Et même clair. des trucs un peu complexes comme les animations et des trucs comme ça. Non, mais ça c'est cool, hein, c'est vraiment une bonne Voilà. nouvelle. Donc vous pourrez aller voir dans les notes de l'émission, Ouais, il y aura un lien vers l'article Google qui explique ça, et il y a notamment une vidéo à voir, hébergée sur YouTube bien sûr, c'est Google, c'est ça. qui montre en vidéo en fait tout ça, comment ça fonctionne. Vous verrez que c'est super bien. Et après, il suffit de télécharger Chrome Canary,
et vous l'avez tout de suite. Ok, eh bah Voilà. super. Alors en passant, tant qu'on est sur Google Chrome, il y a, Mhm. c'est sorti un petit bout de temps, mais c'est toujours d'actualité. Sur le site Code School, il y a un Code School, c'est un site qui fait des cours qui sont vachement bien faits, ne serait-ce que techniquement. Ouais. Faudra aller voir si vous connaissez pas. Et en tout cas, ils ont fait un cours gratuit sur les Chrome DevTools, donc c'est vraiment pas mal à aller voir et ça permet de bien voir dans l'ensemble comment tout fonctionne. Et c'est ultra interactif, c'est ultra didacticiel et les cours, c'est vraiment de la pratique dans ton navigateur. C'est vachement bien fait. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce cours si vous connaissez pas trop les DevTools ou si vous connaissez juste l'espèce d'explorateur DOM. C'est le truc qu'on utilise le plus souvent, mais Ouais. il y a plein d'autres choses et vous pouvez aller voir ça. Ouais, c'est clair. Mais j'irai peut-être voir, moi, parce que je pense que j'exploite pas très bien, notamment la partie profiling, qui est Ouais. assez pointue, et je pense que je pourrais mieux l'exploiter, donc j'irai y faire un tour, c'est cool. Oui, parce qu'en plus, c'est pas forcément évident à comprendre le Non, profiling, tout c'est, ça. Quand on est non, développeur web, on n'a pas c'est trop pointu, l'habitude hein. de manipuler ce genre de choses, quoi. C'est clair. Ouais. Il y a aussi une partie dans les DevTools qui, là, c'est pareil, c'est dans Chrome Canary, il faut aller voir ça. Mais il y a une partie qui permet de manipuler le CSS, même si ton fichier à l'origine c'est du SAS, quoi. Donc, Ah, voilà, faudra aller voir comment ça fonctionne. Ça nécessite un peu de conf quand même. ouais, ça je vais aller voir. Mais grosso modo, t'es pas obligé de recompiler à chaque fois ton SAS, tu peux le modifier directement dans les DevTools. D'accord. Donc Ouais, ça c'est c'est pas mal. cool. Ceux qui utilisent SAS, je sais pas si ça existe pour LESS, mais j'imagine que oui. En tout cas, c'est En pas tout mal cas, de ça s'enseigner viendra. là-dessus, parce que ça peut, ouais. Mais en tout cas, c'est vachement plus rapide à faire. Ouais, c'est bien. C'est clair. Non, c'est bien, c'est des bons liens à aller voir, et là pour Oui. tout niveau, hein, junior ou Ah oui, expérimenté, c'est toujours bon d'aller refaire une petite piqûre de rappel de ce qu'on peut faire avec les outils qu'on manipule au quotidien. exactement. Et en tout cas, ça facilite la vie C'est ça, et ça, du c'est un fait. travailleur dans le web. C'est clair. Bon, est-ce que tu nous parlerais pas d'images responsives là pour la suite? Eh ben si, parce que le responsive c'est bien, mais quand il s'agit des images, il y a encore personne qui a trouvé la solution parfaite. Parce que D'accord. entre les images, tu dois faire des tailles différentes et du coup, quand tu es sur mobile, tu as des plus petites images et tu veux pas envoyer la grosse image qui fait 2000 pixels de large. Après, Ouais. tu as aussi les problèmes des écrans Retina, des Retina x2 et tout ça. Et effectivement, c'est un peu la galère à gérer. Je sais pas si toi, Ouais. tu as déjà eu l'occasion de gérer des trucs comme ça. Carrément, carrément. Bah, il n'y a pas Ouais. vraiment de magie, hein. Si tu veux le gérer bien, Non, t'es obligé de le gérer soit dans le JS, bon, super, voilà, soit carrément dans le code serveur, quoi. Ce qui est pas non plus c'est ça. satisfaisant. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Par Mhm. contre, il y a des solutions qui commencent à faire l'unanimité. Et du coup, je nous ai trouvé un petit lien. Donc, c'est sur GitHub, ce sera à voir dans les notes de l'émission. Yep. Ça s'appelle Picture Fill. Exactement. Et alors c'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'en est une très bonne en tout cas, et qui est ultra documentée pour le coup. Ouais, Donc, comme d'habitude, hein, ça se manipule avec une liste de span, pas tellement le choix, c'est ça. avec à chaque fois l'image dans la taille qu'il faut pour tel ou tel navigateur, tel device, etc. Et il y a aussi un fallback pour les vieux navigateurs ou ceux qui n'ont pas de JS activé. D'accord. Donc qui eux, Donc du coup, elle est pas récupéreront mal. l'image pleine Voilà, page ou celle que vous aurez décidé d'envoyer, quoi. exactement. Et donc du coup, c'est une solution qui est vraiment bien, qui est très documentée, donc on comprend tout ce qui se passe. Et moi, c'est celle que j'ai vue le plus souvent quand j'ai fait des recherches assez régulièrement pour voir s'il n'y avait pas des gens Ouais, qui avaient inventé une solution incroyablement ouais, intelligente. c'est la plus populaire, hein. Bah, Voilà, visiblement, il y a c'est quand même 104 mises en favori dans GitHub, 473 forks, 20 contributeurs, donc ça a l'air d'être une solution suivie, donc on peut peut-être y aller avec confiance en tout cas. voilà. Et il y a une démo aussi sur le lien GitHub D'accord. pour voir ce que ça donne. Et du coup, on peut utiliser aussi l'émulation de Google Chrome si vous l'avez installé avant. Et donc voilà, c'est une collection de best practices. Ils ont tout compilé dans un endroit et ça marche bien. C'est comme d'habitude, c'est pas encore
ultra 100% efficace, mais c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est que l'interface qu'ils ont mis en place ressemble beaucoup à celle qui est en train d'être standardisée par le W3C pour gérer ces problèmes d'image, justement. D'accord. Donc voilà, si entre-temps le standard bouge pas trop, ça ressemblera vachement à ça, quoi. Ça ressemblera à ça et on aura déjà l'habitude de s'en servir. Voilà. Ok. Ouais, Voilà, donc ça c'est un lien à aller voir. Je suis prêt à ne ouais, pas et tout qu'on retrouve dans expliquer les là. notes de l'émission. Comme toujours, vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Après, tu voulais nous parler d'une combinaison de bonnes pratiques qui touche à Ouais. tous les domaines de la création d'un site web. Alors là, attention, tu vends du rêve, c'est dit. Qu'est-ce que c'est Ouais. cette fois-ci? Alors, bah, c'est encore un lien GitHub. Donc, il y a pas mal de contributions. Il y a 880 favoris, 61 forks. Et alors, c'est un gros guide assez touffu et qui va traiter, encore une fois, de bonnes pratiques, de meilleures pratiques, de best practice sur tous les domaines qui touchent au développement d'un site web. C'est-à-dire développement au sens technique comme au sens beaucoup plus large, marketing, etc. D'accord, ouais, ouais, ça parle de Voilà. la stratégie de contenu, ça parle de C'est ça. du rôle des gens, c'est-à-dire le client, le gestionnaire de projet, le designer, le développeur, le testeur, comment tu gères tes versions, comment tu gères ta création d'identité visuelle, donc après tes performances. Non, c'est cool, ouais, c'est bien, Ouais. bien complet. Je m'attendais à un truc vachement plus technophile, et non, en fait, ça Non, parle, non, enfin, ça commence c'est par ultra large. bonjour, le rôle du client, c'est ça. Bien. Mm. Bah ouais, pour donner une idée, la table des matières, si j'ai un peu oublié d'en faire une, du coup, parce qu'il n'y a pas de contenu. Alors, ça commence par développement de process, rôle et responsabilité, histoire de l'utilisateur. C'est pas forcément la bonne traduction, mais C'est je veux dire, ça scénario veut dire, utilisateur peut-être. voilà. Le stratégie de contenu, le design, enfin le web design, le responsive web design, performance. Et après, du coup, la dernière partie, c'est plus technique pour le coup. C'est clair. Mais, Non, mais c'est mais pas voilà, mal, c'est intéressant. Même ne du coup serait-ce que pour pour des patrons les, d'agence ouais, ou des directeurs de petits collectifs de freelance qui sont en train qui se demandent un petit peu comment ils pourraient améliorer leur processus de production de site web, c'est toujours intéressant. Il y a certainement des bonnes idées à prendre dedans. Alors attention, exactement. hein, amis fervent défenseur de la langue francophone, c'est en anglais. Bon, il va falloir Ah vous y oui, habituer, mais bon, ça, je pense qu'il n'y a pas, s'il y a quand même, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de texte, mais s'il y a quand même beaucoup de texte. oui, c'est ça. Donc, Après, accrochez-vous c'est si pas, vous avez du mal, mais je ouais, pense que Google Translate pourra vous aider. À mon avis, vous arriverez à comprendre. Mais voilà, oui, c'est puis en c'est anglais, mais pas, effectivement, ça a l'air bien, bien complet. après, c'est pas du Shakespeare, hein, ça reste C'est ça, compréhensible. voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, voilà. Et puis même pour les purs développeurs, c'est pas mal, parce que ça peut donner une idée une vue d'ensemble, en fait, de ce qui se passe de ce qu'il faut faire en dehors de son poste de développeur. Ouais, c'est clair. C'est clair, quelqu'un qui a envie, par exemple, de partir en freelance et qui du coup se retrouvera à devoir Ouais, gérer du commerce, de la commercialisation jusqu'à la comptabilité en passant donc par la production, comment gérer tout ça, effectivement, c'est cool. C'est bien d'avoir ça sous la main, ça permet d'avoir un guide, voilà. Et donc, bon lien à lire. c'est clair. Et je crois que cette fois-ci, tu as un petit tableau. Alors je vais être Ouais. clair avec toi, j'ai rien compris de quoi ça parle. Explique-moi. Ah, bon alors ça, je vais en parler vite fait, hein, mais c'est un truc qui peut être pas mal quand on doit faire du Canva et qu'on veut choisir une librairie. Et D'accord. donc c'est un tableau qui effectivement est assez touffu, Mhm. mais qui liste, alors j'allais dire tout, mais peut-être pas tous, mais une bonne partie des librairies qui permettent de faire du Canva en 2D. Ça, il est limité à la 2D par contre. D'accord. Ah Et oui, et en fait ça te dit donc si ça fait c'est d'accord, s'il y voilà, a de la donc t'as une doc, s'il y a un liste là, forum, si c'est testé unitairement, si c'est du gestion modulaire, s'il y a des voilà, dépendances, si ça passe par les SVG, ok, ça y est, je comprends. Et c'est même ça. s'il y a un truc Node.js. Ok, Exactement. Et après, donc tu vois la compatibilité, tu vois donc t'as le lien vers la page du projet et le GitHub. ouais, C'est quasiment que du Git. Ah non, il y a un peu de Google à la fin. il s'est perdu. Et donc du coup, on peut voir l'activité autour du projet. On a les dernières updates sur le projet. On a la taille en kilobytes. Ouais, On voit s'il y a une doc. Ouais, il y a encore des trucs qui n'ont pas de doc. C'est ouais, dingue ça ça. c'est dingue.
Voilà. Donc c'est un truc qui permet Ouais, de ça faire peut un aider à bon choix choisir. au début d'un projet en Ouais, fait. ça Ouais, peut je aider trouve à ça pas choisir mal. une livre, ouais, c'est clair. Et Donc, donc il y en a surtout que c'est 19 un hein, Google Docs. qui ont été ratés comme ça. Enfin, pardon, Ouais, notés. Donc ça vous permettra de d'essayer de faire, d'argumenter votre choix auprès de la personne que vous avez besoin de convaincre. exactement. Et c'est comme les deux liens précédents, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous voulez le corriger ou apporter votre pierre à Ah l'édifice, c'est d'accord, oui, tout à fait possible. on peut compléter, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est top. Voilà, Alors, donc bon petit lien à garder dans le coin de la tête le ouais, jour où on vous dit ah tiens, faudrait faire ça en Canva. Ouais, je vais regarder ce qu'il faut faire là. ouais, quel est le choix de la librairie qu'on va utiliser, ça Ouais. c'est plutôt top. Alors, Voilà pour ce lien. pour la suite. Ouais, alors ensuite, je vais parler d'un truc. Donc, c'est un petit bout de temps maintenant, ça fait quelques semaines, mais c'est quand même quelque chose qui est important, notamment pour les développeurs Ruby on Rails Mhm. et Ruby plus généralement, parce que il y a RVM qui a fait une campagne de crowdfunding, de financement De participatif, financement participatif, ouais. ouais, financement par le peuple, avec un grand P et un drapeau rouge derrière. D'accord. RVM, c'est Euh, Ruby Version Manager, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, la version 1 a été développée avec le support de Engine Yard, qui est un hébergeur cloud. Hébergeur. Ouais, au début, il était spécialisé dans Ruby on Rails. D'accord. D'ailleurs, le logo de Engine Yard, c'était une locomotive qui va sur les rails de Ruby on Rails. Oui, c'est vrai. J'avais toujours trouvé ça marrant. C'était C'est une bonne clair. idée, je trouve. Et, mais du coup, ils ont arrêté de le supporter, la version 1. Je sais pas trop pourquoi, mais peut-être qu'ils en avaient marre. Je sais pas. En tout cas, il y a le développeur de RVN qui a dit, tiens, on va faire une version 2. Et pour ça, il avait besoin de financement. Donc la campagne s'est terminée le 15 janvier. Il a obtenu son financement. Ouais. Et donc il va commencer le développement de Ruby version manager 2. D'accord. Donc en fait, il va Voilà, juste donc, commencer il commence là en fait. Donc on n'aura pas de. oui, oui. Enfin si, ça va aller assez vite quand même. Ouais, ça va aller vite. Et ouais, enfin assez vite parce que RVM2 c'est quand même une réécriture complète de RVM. Donc RVM c'était quand même 20 000 lignes de script shell. Oui. Et donc c'est quand même pas rien. En même temps, Non, c'est il y a du compliqué boulot, à ouais. gérer les différentes versions comme ça. Il y avait les Gen 7 avec et tout, donc c'était pas rien quand même, RVM. Et du coup, pour RVM2, ils vont complètement le réécrire en Ruby. D'accord. C'est quand même un D'accord. gros boulot. Et ils prévoient, pour cette année, ils avaient prévu 4 mois pour répliquer toutes les fonctionnalités de RVM sous Ruby. D'accord. Donc si vous voulez en savoir plus, il y aura le lien du crowdfunding. Il a fait ça sur bountysource.com. Bounty Source, ouais, qui est une plateforme que je découvre en fait. Moi, je connaissais pas du tout avant aussi, mais du coup, mais maintenant il y en a plein, on fait des trucs Oui, oui, il y en a plein, mais de celle-là d'ailleurs a l'air. crowdfunding. C'est une plateforme de crowdfunding qui a l'air spécialisée dans les projets de logiciels open source. Ah, c'est pour ça qu'il y a écrit source dans le nom. Je D'accord. pense, ouais. Ça ressemble à ça. Ouais. Enfin, du coup, voilà, je trouvais ça sympa d'avoir fait comme ça. C'était un peu. Tu sais, souvent les campagnes de crowdfunding, c'est pour des trucs grand public, c'est pour des musiciens, Non, mais des c'est jeux cool, ouais, vidéo, c'est des cool. films. Et là, ouais, c'est vrai, je trouvais ça sympa d'avoir fait ça sous forme de Ouais. crowdfunding. Du coup, Voilà. on enjoint personne à aller rajouter de l'argent parce que c'est déjà fait. Il voulait 50 000 $, il en a eu 51 000, donc il a gagné largement son pari. Par contre, si vous avez envie de participer, il fait un appel au vote pour le logo de RVM2. Donc n'hésitez pas à aller vous exprimer sur le logo que vous souhaitez qu'il choisisse. Il y a un appel au vote, donc profitez-en. Voilà. C'est tout pour RVM, mais c'est une nouvelle qui est importante pour tous les développeurs Ruby on Rails. Ouais, Et bah, tant qu'on est dans le crowdfunding, il y en a une autre campagne que j'avais trouvé un peu marrante, un peu dans le même genre. C'est une campagne qui a été faite pour, alors, attends que je retrouve, OpenBSD en fait. ouais. C'est la La distribution fondation, Linux, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. C'est ça. Et OpenBSD, donc je pense que tout le monde connaît au moins de nom. Ouais. Et en fait, c'est une fondation, ils ont quelques serveurs et du coup, ils ont une facture d'électricité et ils avaient plus de sous pour la payer.
La, la petite histoire du projet open source qui commence à plus avoir dessous. C'est triste, hein, parce Exactement. que OpenBSD, il faut savoir que leur spécificité sur les milliards de allez, milliards, j'exagère un peu, les dizaines de milliers, dirons-nous, de distributions Linux qu'il y a, c'est que eux, ils sont concentrés sur la sécurité. Leur credo, c'est ça, hein, c'est la distribution Linux la plus sécure Ouais. enfin, du monde. En tout cas, ils se, ils se présentent comme ça. Et leur grand truc, c'est que depuis qu'ils existent, ils n'ont eu que deux trous de sécurité accessibles à distance dans la configuration par défaut, ce qui est remarquable pour un système d'exploitation Exact. qui est quand même présent depuis quelques années. Enfin voilà, 20 000 dollars de facture d'électricité, ils ont payé ça. Et pour la petite histoire, c'est un Roumain, je crois, qui a payé la facture. Et c'est un mec qui a fait fortune avec les bitcoins. Ah, c'est rigolo ça. Ouais. Et toi alors, est-ce que Et, tu t'as fait fortune avec le il en Bitcoin? avait. Ah non, non, je sais pas de combien de temps ça date, mais je sais pas entendu, j'ai entendu T'en as parler. pas acheté encore? Non. Ah là, c'est Mais enfin, dommage. à l'époque, ça valait le coup, mais aujourd'hui, ça vaut trop cher en fait. Ouais, Mais du coup, aujourd'hui. ouais, si t'avais 1000 dollars et que t'as acheté au début, je pense que c'est ce qu'il a fait, Monsieur Roumain. Ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, ça c'était la petite news un peu marrante de la section, vous voyez. C'est cool. Et bah écoute, moi je vais te parler d'un site que j'ai trouvé sympathique qui s'appelle JS The Right Way, c'est-à-dire comment Mhm. écrire du JavaScript de la bonne manière. Et bah moi c'est toujours un petit peu dans ma mouvance back to basic. C'est vraiment voilà des recommandations, des conseils un petit peu sur comment on écrit, quelles sont les conventions d'écriture du JavaScript, comment on écrit correctement et on manipule le modèle objet de JavaScript, les fonctions anonymes, le typage faible, pardon, également les différents design patterns qu'on peut trouver, donc factory, prototype, singleton, ça c'est des choses qu'on connaît bien. Après il y en a d'autres, moi que je connais un peu moins, mais bah si, il y a celui de module qu'on connaît bien, mais enfin, voilà, c'est toute une collection de liens et de ressources vraiment intéressantes autour du JavaScript. Si vous sentez l'envie ou le besoin de vous faire une piqûre de rappel sur quelle est la bonne manière de faire du JavaScript de manière qualitative, n'est-ce pas mon bon Teddy, c'est un lien que je vous enjoins à aller voir parce que, bon déjà le site est joli, c'est du flat design, tout ça c'est bien agréable à regarder, et surtout la liste est très 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 complète, hein, ça va jusqu'au test unitaire, jusqu'aux différents frameworks, enfin c'est vraiment jusqu'aux articles qui sont intéressants à voir sur le web et différents livres, donc vraiment c'est intéressant, c'est complet. C'est mis à jour régulièrement et c'est pas tout le temps sur ce genre de site. Donc n'hésitez pas à consulter ce petit site là régulièrement. Vous trouverez son lien dans les notes de l'émission. Je vous redonne ce nom, c'est jacetherightway.org. Et dans le même genre, ça c'est un autre truc qui m'a fait marrer, ça s'appelle VanillaJS. Ouais, j'aime bien celui-là. Vanilla-js.com. Ça c'est un site qui est vieux, hein, qui est là depuis quelques temps et qui en fait est là pour faire l'apologie bah, du JS naturel, c'est-à-dire on enlève le jQuery, on enlève allez, je vais parler de prototype, j'imagine qu'il y en a qui s'en servent encore et qui savent encore que ça existe. Et du jQuery UI, on pourrait même parler des MooTools. Bref, on enlève en gros toutes les librairies JS qu'on utilise aujourd'hui et on utilise du JavaScript naturel, natif, pas de librairie en plus. Et C'est du JS bio, quoi. c'est ça, voilà. Exactement. Alors, ils nous font évidemment des comparatifs de performance et puis d'efficacité. Évidemment, le JS naturel est bien plus efficace. Mais du coup, ce qui est intéressant, je trouve, sur ce site, et c'est en ça, moi, qui m'a paru intéressant, c'est qu'il nous explique, bah, par exemple, comment écrire de l'Ajax en JS naturel. Et par exemple, on se rend compte qu'il y a presque moins de lignes à écrire en JS naturel qu'en jQuery par exemple, alors que tout le monde fait de l'Ajax en jQuery. Et bah en fait non, c'est plus lourd et c'est plus long à écrire pour un développeur à faire du jQuery qu'à faire de l'Ajax non, c'est plus long à faire du jQuery qu'à faire du JS naturel. Donc je trouvais ça marrant. Et donc il y a plein d'exemples comme ça avec avec des tests de performance, ça je vous l'ai déjà dit, et donc du coup bah, vous imaginez bien que vos pages seront moins lourdes et votre code plus efficace, et vous deviendrez beaucoup plus beau si vous arrêtez d'utiliser des librairies quand il n'y en a pas besoin, et ça c'est vachement cool. Donc voilà, gardez ça sous le coude aussi, c'est toujours bon de l'avoir sous le coude à ce moment-là. Ah, moi j'ai bien aimé ce lien, je l'avais jamais vu. Ouais, Et ce qui est marrant, c'est que c'est vachement ironique. En fait, ils présentent, ils disent ouais, Vanilla JS,
c'est super rapide, c'est pas lourd, c'est cross-platform et tout. Et il te présente ça vraiment un peu comme si c'était meilleur que jQuery Prototype et tout, alors qu'en fait c'est juste de JavaScript en lui-même dont il parle. C'est clair. Moi, au Et début, je me suis dit, oh, super, une nouvelle librairie JavaScript encore plus performante, et je suis tombé ouais, dans le ouais. piège, quoi, bien évidemment. C'est Et présenté vraiment comme ça. ouais, Ils te présentent ça un peu. Ils disent oui, c'est le plus léger de tous les frameworks qui est disponible. Pour l'inclure dans, tu sais, souvent quand tu vas sur la page d'un framework d'une librairie, ils disent tiens, il faut que tu mettes la base script avec telle adresse, etc. ouais. Et là, ils disent ah, bah, faut que tu fasses pour jQuery, il faut que tu mettes la base script. Et puis pour Vanilla.js, t'as pas besoin en fait. Ils disent Il oui, est ça tellement se met magique que ça vient tout automatiquement. seul. Enfin, voilà, c'est vrai que Voilà. c'est pris sur le ton de l'humour, et c'est bien agréable de se marrer de Ah, temps en c'est temps. Donc, Moi, j'ai trouvé ça super bien. Il y a un truc qui m'a fait bien rire aussi, c'est à la toute fin. ouais. Il y a écrit lire plus, quoi, enfin continuer à lire. Et ils te disent, vous pouvez aussi essayer un des nombreux Vanilla.js plugins. Et quand tu cliques sur le lien plugin, en fait, c'est dedans, tu as la liste des plugins, de ce qu'ils appellent des plugins, c'est-à-dire les jQuery, Prototype, Dojo, etc. Je trouvais ça vachement marrant. C'est super bien fait sur ce site, j'ai adoré. C'est clair. Bah, après, c'est aussi un petit peu malhonnête, parce qu'à l'époque de la création de jQuery et Prototype, c'est les deux premiers, hein, il me semble. Mhm. C'était surtout super bien pour éviter de devoir écrire plusieurs fois la même chose, parce que les navigateurs, ils avaient telle fonction qui n'existait pas, ou l'autre, il faisait pas les appels Ajax de la même façon que les autres, etc. T'as raison. Non, mais c'est absolument vrai. Mais c'est Ah, vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins nécessaire, non, hein, aujourd'hui, bah oui. on Enfin, est quand même plus serein, et donc je trouvais ça intéressant que ce site nous rappelle à tous que oui, bah oui, c'est ça clair. suffit, quoi. On en a plus autant besoin que ça, même si on Ouais. est bien habitué à l'utiliser. Mais après, il y a toujours quelques pauvres développeurs d'entre nous qui ont encore besoin de supporter IE6, IE5, Netscape. Et oui, Ouais, ça existe encore. ça existe encore, il y a encore des besoins de ça, et il faut encore eux, même les gens qui utilisent ces navigateurs-là ont le droit à des sites de qualité. Bon, Mm. puisqu'on parle de sites de qualité, on va parler d'un truc qui est complètement pas compatible IE6, c'est les API de synthèse vocale. Donc la synthèse vocale, c'est je prends du texte et je le fais lire par mon navigateur. Et donc aujourd'hui, on s'affole pas, hein, les navigateurs qui le supportent, c'est Chrome 33. Je sais pas à quelle version on est, mais je pense que c'est une version un peu ancienne déjà. Euh, et puis et Safari pour iOS 7 qui a un support partiel. Tous les autres, rien du tout. Donc on s'affole pas, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite que vous allez vous en servir, mais je trouvais ça cool quand même d'avoir. C'est un article évidemment sur html5rocks.com qui explique un petit peu comment on se sert de cette API et ce qu'on peut faire avec. Et bah moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que bah ça aide quand même pas mal à l'accessibilité. Je pense qu'on va pouvoir avoir des sites, je pense qu'on va avoir quelques petits designers qui vont nous trouver des applications un peu marrantes. Et puis je trouve ça toujours sympa de transformer du texte en voix. Je trouve ça m'a toujours fait marrer. Donc maintenant qu'on peut le faire avec Chrome et Safari sur iOS 7 et qu'on a un bon article qui nous explique de manière simple comment l'utiliser, je me suis dit que ce serait bien que tout le monde aille regarder. Très bien, j'irai regarder. Tiens, regardez, ça c'est cool. À côté de ça, il y a un autre article qui m'avait intéressé, c'est celui qui parle des targets blancs. Alors tout le monde sait à quoi sert un target blanc, hein, ça sert à ouvrir le lien sur lequel tu cliques dans une autre fenêtre ou onglet en fonction du paramétrage de ton navigateur. Et c'est un article, alors bon, allez, est-ce que j'oserais dire trollesque? Non, mais plutôt orienté expérience utilisateur, qui explique que bah les targets blancs, c'est pas quand tu veux, c'est pas quand ton client veut, c'est pas quand toi tu trouves que c'est bien, c'est pas lié au fait que les liens sont internes ou externes, c'est pas lié au fait que le lien il pointe vers un PDF, c'est pas du tout lié à ça. Il y a plusieurs bonnes raisons qui justifient l'utilisation d'un target blanc. Par exemple, alors un des exemples qu'il donne, c'est que typiquement ton utilisateur a joué une vidéo sur ta page et du coup s'il va cliquer sur un site, ce serait dommage qu'il coupe la lecture de sa vidéo ou de sa musique ou de son podcast. Donc du coup c'est là où c'est bien d'utiliser les targets blancs, mais il rappelle, et je trouve qu'il a raison, que les targets blancs c'est avant tout empêcher l'utilisateur de choisir comment le clic de sur ce lien va se comporter. C'est-à-dire, ça l'empêche par exemple de décider que bah non, ça va changer la page sur laquelle je suis là maintenant. Et
c'est plutôt quelque chose qu'on doit éviter d'utiliser quand on dans le cadre de l'expérience utilisateur. Donc c'est intéressant et puis ça nous donne quelques petits éléments d'argumentation quand on a par exemple un client ou un patron qui nous dit mais un target blanc là et que nous on trouve que c'est vraiment pas judicieux. Ça nous permet donc d'avoir un petit argumentaire pour euh, pour expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. D'accord, donc c'est pas des raisons techniques, Non, le fait qu'il fallait utiliser Target Blanc ou pas. Ah, non, téléphone. c'est ça. Non, c'est pas des raisons techniques, c'est toujours des raisons d'expérience utilisateur. Et ça fait du bien, même dans un podcast de développement, de se faire de se souvenir qu'il y a un utilisateur qui va utiliser ce qu'on développe. Oui, c'est clair. Puis c'est toujours un lien envoyé à un client qui va faire des trucs à la con avec ses Target Blanches. C'est clair. Alors, à côté de ça, il y a un autre truc qui cette fois-ci n'est pas un lien que vous allez envoyer à votre client parce qu'il risque de le prendre mal, c'est comment c'est le Reactive Manifesto. Alors, est-ce que c'est un buzzword ou est-ce que c'est une vraie tendance? Je vous laisserai seul juge. Mais globalement, le Reactive Manifesto, c'est en gros, pardon, des guidelines sur comment développer ce qu'on appelle en bon français des applications réactives. Alors on parle bien de trucs web, hein, bien sûr. Et en gros, il y a un certain nombre de caractéristiques à respecter quand on veut développer des applications réactives, qui sont le fait qu'elles sont responsives, qu'elles sont scalables, qu'elles sont allez, event driven, aide-moi Teddy à traduire ça, qu'elles sont pilotées par les événements, je crois que c'est ça le bon terme en français, et Ouais, je dirais résilientes. ça. Je crois que c'est Et ça. résilience? Alors résiliente en fait c'est un terme pompeux qui veut dire, ça veut juste dire que s'il y a des erreurs, ça doit les prendre en compte et être capable de faire de la dégradation gracieuse. C'est-à-dire mon API YouTube ou mon API Twitter sur lequel je dois m'appuyer, si elle plante au moment où je m'en sers, ça doit pas exploser l'application, ça doit juste être capable de gérer les erreurs. Bon, c'est un terme un peu pompeux pour ça, mais c'est vrai que des fois on peut oublier de le prendre en compte. Bon, gérer, être dicté par les événements, on commence à l'avoir de plus en plus grâce à jQuery et à d'autres qui nous permettent de le faire facilement, d'écouter des événements et de faire des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on commence à avoir de plus en plus. Ça progresse assez bien. Scalable. Alors là, c'est plus compliqué puisque du coup, ça touche aussi bien au front qu'au back. Donc là, c'est la capacité d'absorber une charge avec beaucoup d'utilisateurs en parallèle sans pour autant dégrader les performances de l'utilisateur. Et responsive. Alors ça, tout le monde connaît. C'est le côté multi-écran. J'y vais avec ma télé, mon téléphone ou ma tablette, ou aux grandes exceptions mon ordinateur, l'application s'adapte et se présente de manière adaptée en fonction du support avec lequel je l'utilise. Donc voilà, je rappelle le lien, c'est www.reactivemanifesto.org et c'est intéressant d'avoir la liste de toutes les recommandations qu'il nous propose de suivre, sachant qu'en fait c'est quasiment une pétition puisqu'il vous demande de signer un Mm. peu ce truc là en disant oui je suis pour les applications réactives, je vous laisserai vous positionner, moi je l'ai pas signé. Ah bah merde, je viens de le faire là. Bon, non mais je l'ai pas signé parce que il est pas dit en fait ce qu'ils vont en faire. Même si dans l'absolu je suis pas contre, mais comme je sais pas ce qu'ils vont faire de l'utilisation de ma signature et donc de mon nom, je préfère pas foutre mon pas foutre mon doigt là-dedans. Bon, qu'est-ce que je disais? T'avais déjà entendu parler toi des applications réactives? Non, j'avais déjà les différentes notions séparément, mais tout ensemble comme ça, Tout en... non. Ouais, mais moi aussi. C'était C'est pour ça que je t'ai tellement dit au début. réactif. Ouais, je me demandais si c'était pas un peu un buzz, enfin un buzzword un peu. C'est un peu là, bon, pour Ouais, mais faire c'est pas mal nouveau, parce que mais du coup, c'est le genre de choses qui remontent facilement sur des Twitter, des Facebook, tout ça. Et ou même quand tu fais une recherche sur Google, du coup, ça peut peut-être forcer les gens qui sont pas tellement au courant de faire attention à ce genre de choses, tu vois. ouais, je suis d'accord. Ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et pour continuer, je voulais donc vous parler de WordPress 3.8 qui est sorti il y a peu de temps. C'est une release mineure, donc rien de très intéressant. La seule chose, c'est qu'ils ont ils ont décidé cette fois-ci d'utiliser l'API SSL pour les hauts embeds des tweets dans WordPress. Alors, si vous voulez les détails de ce qu'est l'eau embed et pourquoi il faut utiliser SSL, je vous laisserai lire la release note, c'est dans les liens de l'émission.
Ouais, bah moi, je vais continuer sur les releases très rapidement. Au niveau de Drupal, il y a les 7.26 et 6.30 qui sont sortis. Et faut mettre à jour, c'est juste des réparations de bugs de sécurité. Il n'y a rien de dangereux à mettre à jour. Allez-y. Même chose pour PHP, la 5.4.24 et la 5.5.8 qui sont dispo. C'est juste du bug fixing. Donc à mettre à jour aussi, ça coûte rien. Euh, Au niveau JS, il y a EmberJS 1.3.0 qui est sorti. C'est une version qui est pas mal et qui améliore notamment tout ce qui est testing et bah, bien sûr c'est un projet qui est assez nouveau donc ça améliore aussi les performances. Mhm. Surtout en JavaScript, ça bouge pas mal. Et bah, du coup ils ont sorti la bêta de la 1.4. Ok. Voilà, donc si vous utilisez ça, allez voir. Et ceux qui connaissent pas, allez voir ce que c'est que EmberJS. Très rapidement, c'est un framework côté client pour faire du JavaScript. Je reviens à PHP, il y a la version 5.6 qui va pas tarder à sortir. Donc c'est pas une énorme mise à jour, hein. Il y a des petites choses qui sont pas mal. Un truc qui va intéresser certains d'entre nous, parce qu'ils ont déjà essayé, ils ont jamais réussi, c'est que, en fait, tu pouvais, mais c'était plus compliqué. Maintenant, on pourra faire des uploads de plus de 2 gigas. Ça va être D'accord. accepté. C'est à l'heure des vidéos sur Internet, tout ça, on peut maintenant faire plus de 2 gigas. Et voilà, sinon il y a des améliorations de performance, de memory usage, etc. Ils ont amélioré la syntaxe des fonctions variadiques. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais moi je connaissais pas du tout Je les sais fonctions pas ce que c'est qu'une variadiques. fonction variadique. Ouais. Faudrait que je Enfin, regarde. après, voilà, là j'ai un exemple de code. Je vous mettrai un lien vers un article qui parle des nouveautés dans PHP 5.6. Voilà, quand je regarde le code, en fait, c'est une fonction, mais je comprends Ah pas si, c'est les trop. fonctions qui prennent autant d'arguments que tu veux. Tu sais, c'est celles qui finissent par virgule, trois petits points dans leur déclaration. Non, ça t'évoque rien. Ah C'est oui, celle si, où c'est tu peux ça. mettre typiquement Ouais, printf est une fonction ouais. variadique. Ce que tu peux mettre pour En son. fait, ouais, j'avais pas vu dans l'exemple qu'ils ont mis, j'avais pas vu la signature de la fonction. Ah bah oui, bah voilà, c'est ça. C'est ça, Et ouais, du c'est juste coup, ça. Et donc ça marche mieux ouais. parce que. Ah oui, bah en fait, c'est juste que du coup, tu mettais 3 petits points $params, par exemple, Hmm, et bah, du coup, pour avoir accès à ces données, c'est un tableau tout simplement. Alors qu'avant, il fallait faire un array slice et appeler une fonction, c'est qui est func get args. ouais. Ouais, donc en fait, oui, c'est vraiment un syntaxe qui est amélioré. Oui, si, en fait, j'ai déjà utilisé, j'avais pas remarqué Non, C'était la signature qui avait changé. Ouais. Merde, mais... Bon, bah finalement, je sais ce que c'est, les c'est fonctions ça, voilà. On savait juste pas comment ça variables. s'appelait. Voilà. La Enfin classe. voilà, allez voir le lien dans l'émission et ça sort dans pas très longtemps, la 5.6. Hmm, Et pour la dernière chose sympa qui est sortie ces derniers temps, c'est Chrome 32 dans le stable canal, qui apporte plusieurs choses et notamment un truc qui est bien pour l'utilisateur, c'est que dorénavant il y a sur la table de tes onglets, sur tes onglets plutôt, il y a des icônes qui peuvent apparaître. Donc pour l'instant, il y en a 3. C'est une icône qui représente le son, une icône qui représente webcam et une dernière qui représente les Chromecast. Et du coup, quand tu as un onglet qui joue enfin qui produit du son, donc soit à partir d'une vidéo ou de n'importe quoi, d'un jeu Flash ou je sais pas si ça marche pour Flash d'ailleurs. Bah, sur YouTube, ça marche en tout cas. Ouais, mais YouTube c'est probablement plus en Flash maintenant les vidéos. Ouais, Ah, tiens, moi, c'est. faudrait, un truc sympa, un truc intéressant à aller voir. En tout cas, dès qu'un onglet produit du son ou qu'il utilise la webcam, du coup, on a sur chaque onglet une icône qui permet de savoir. C'est bien notamment pour le son parce que souvent, quand on ouvre plusieurs onglets, tout d'un coup, il y a une musique qui apparaît, on ne sait pas d'où elle sort, mais là, au moins, on le voit tout de suite. C'est clair. Mais du coup, ça veut aussi dire que pour les développeurs qui sont un peu malins dans le sens mal, du coup, ils pourront plus faire des blagues à leurs utilisateurs comme ça. Un peu moins, mais quelque part, au moins, l'utilisateur ne s'en portera pas moins. Pas moins bien, pardon. Exactement. Bon, après, il y avait d'autres nouveautés, mais après, voilà, c'est les Chrome ces releases de Chrome, il y en a tellement souvent que quand ils en sortent, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est ça. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bah super, merci pour la section veille. Assez rigolé, c'est le dossier. Eh bien, on va enchaîner avec le dossier et aujourd'hui, je vais vous parler de PhoneGap. PhoneGap, c'est un site
qui nous propose en fait un outil qui nous permettra de développer des applications mobiles natives en pur HTML5. Je m'explique. Vous développez une petite application en HTML5, je sais pas moi, un sudoku, ce que vous voulez, donc HTML5, hein, CSS, JavaScript, HTML, et des images, hein, enfin voilà, des trucs complètement qui passent sur tous les navigateurs, et grâce à PhoneGap, il va vous emballer tout ça dans un framework en fait, grâce auquel vous allez pouvoir le compiler grâce à un outil qui fournissent en fait, donc c'est un service payant en fait. Donc comment ça se passe, hein, tu vas sur phonegap.com, tu télécharges le petit zip, ça te file un petit bout de dossier avec un index.html dedans, toi tu mets ton application dedans, alors après tu peux créer des dossiers à côté, typiquement un dossier JS, un dossier CSS, un dossier image, vraiment comme une application HTML5 native. Enfin native pardon, naturelle, comme tu aurais l'habitude de la faire, sauf que tu la mets dans ce petit truc, t'as dans ce petit dossier qui t'est préparé, t'as 2-3 dossiers de configuration, basiquement pour paramétrer quelle est l'image de l'icône de ton application qui va se retrouver sur ton téléphone, quel est son nom, si elle a une petite description, enfin toutes les méta-descriptions en gros qui vont avec. Il y en a un peu plus, mais il y a rien de beaucoup plus magique que ça. La seule chose qu'il y a en plus dans ce petit dossier, dans ce petit fichier de configuration, c'est si tu veux inclure des plugins. Alors genre par exemple tu pourrais dire bon bah mon application elle va avoir besoin du gyroscope, elle va avoir besoin de la caméra, elle va avoir besoin d'accéder au contact, tu vois, ce genre de choses, ou du coup après quand l'utilisateur va installer l'application, ça va permettre à ton appareil de dire attention, cette application elle a besoin de tel et tel et tel type d'autorisation, est-ce que tu l'acceptes ou non, tu sais, tu l'as déjà vu cet écran là. Donc voilà en gros ce que propose PhoneGap. Vous allez me dire, bah tout ça pour ça, tu te fous un peu de nous. Alors oui, t'as raison, c'est pas cher payé, mais ce qui est vachement intéressant derrière, c'est l'offre qui est payante, qui est un outil en fait de compilation, qui à partir justement de cette application en HTML5 classique que vous avez développé sur votre petit PC tranquillement à la maison, vous allez pouvoir produire en un seul clic, donc en uploadant sur une plateforme qui s'appelle build.phonegap.com, une application iOS native, une application Android native, une application Windows Phone native pardon, et une application BlackBerry 567. Alors bon, j'ai jamais regardé ce que c'était avec du BlackBerry. Enfin, je sais ce que c'est que du BlackBerry, mais 567, j'imagine que c'est les versions d'OS. Et une version WebOS également. Hein, c'est toujours utile. Bref, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes capable, grâce à ce HTML5 là, de produire de couvrir les 1, 2, 3, 4, 5 plateformes mobiles, donc iOS, Android, hein, et donc sur tous les trois majeurs, hein, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est pas de la blague. C'est-à-dire que ça marche vraiment. C'est-à-dire que tu fais vraiment ton application de HTML5 et tu fais clic et il te génère vraiment ton APK pour Android, ton IPA pour iOS. Tu les prends, tu les fous dans tes plateformes de publication et ça arrive vraiment sur les stores. Ça c'est vraiment cool parce que ça marche vraiment. Évidemment, tout n'est pas si simple, sinon ce serait magique, parce que la réalité, quand tu développes ce genre d'application, notamment avec PhoneGap, mais il y en a d'autres, hein, il y a des projets supportés par Apache, il y en a qui ont dû entendre parler d'Apache Cordoba, qui est qui est un peu, on pourrait dire, la version open source de PhoneGap. Hein. PhoneGap, c'est la version un peu commerciale de Apache Cordoba, et qui permet exactement la même chose, c'est-à-dire je développe en HTML5, donc basiquement en JavaScript, mais alors du coup, enfin, je veux dire, je peux faire de l'Ajax et appeler n'importe quel serveur que je veux, puisque du coup, je suis sur un téléphone. Enfin, j'ai plus ces restrictions où je dois rester sur le même domaine ou des choses comme ça, parce que du coup, ça n'a plus de sens. Donc, on peut vraiment utiliser des API, appeler du Twitter, appeler du Facebook, faire tout un tas de choses, et tout en restant dans le JavaScript qu'on a l'habitude de manipuler. Donc, ça, c'est cool. Par contre, la réalité de ce que je peux vous fournir, moi, comme retour d'expérience pour en avoir développé pour quelques clients, c'est qu'en réalité, tu fais un code pour iOS et un code pour Android en fait. Bon, j'ai jamais fait de Windows Phone donc je peux pas vous en parler, mais alors pourquoi? Notamment à cause des résolutions en fait, puisque iOS, tu vas gérer dans l'application iOS les 3, 4, 5 résolutions qui sont typiques d'iOS, et pareil pour la partie Android où les résolutions sont un peu différentes, sont gérées de manière un peu gérées de manière différemment, et puis surtout tu as deux moteurs. Dans un cas, c'est Safari, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, l'application que vous créez. Pourquoi il arrive à la générer? C'est parce que lui, il crée une application basique qui dit bonjour, cette application, c'est juste un énorme navigateur que tu vois pas, dans lequel je lance le fichier index.html et après débrouille-toi. Donc évidemment, il n'y a pas de magie non plus, c'est une application basique.
Mais c'est pour ça qu'ils arrivent à faire du natif en encapsulant du HTML5. Il y a pas mal d'agences et de Ouais. freelances qui proposent ces prestations-là, et c'est vrai que ça marche bien, ça fait le boulot. Ça permet aussi à des développeurs web de produire des applications mobiles, ce qui est pas donné, enfin quand on n'a jamais fait d'Xcode ou de Java, on peut juste dire non à son client, alors que là, avec ce genre de techno, ça nous les rend accessibles. Une petite astuce quand vous êtes en train de développer votre application, notamment sous Chrome, j'ai pas trouvé l'extension sur les autres navigateurs, mais il y a une petite extension qui s'appelle Ripple Emulator qui permet de faire ce que permettra Chrome Canary, c'est-à-dire d'émuler les tailles d'écran, les événements de touch, etc. Pour pareil, il y a des presets avec, tu peux dire bon bah là je suis sur un iPad 2 machin, tac, ça t'affiche l'iPad 2, ton application dedans, et tu peux naviguer dedans pour voir un peu comment ça se comporte. Donc ça vous permet effectivement de vous mettre en situation réelle. Ça vous permet aussi de faire tester votre client parce que c'est assez accessible finalement parce que c'est une extension et il clique, il choisit le device sur lequel il veut tester l'appli et puis il voit tout de suite comment ça se comporte. On l'a testé, nous, mais plusieurs clients ont réussi à s'en servir, c'est que c'est compatible avec, c'est faisable, hein, parce que bon, moi je vois pas encore filer les DevTools à un client, vous voyez, je suis pas encore je suis pas C'est encore, sûr. voilà, je suis pas encore assez courageux pour le faire. Mais donc voilà, donc ça, cher développeur web, si on vous propose des missions d'applications mobiles, dites oui. Vous pouvez le faire grâce à PhoneGap. Regardez un petit peu, il y a quand même quelques limitations, typiquement pour les caméras et des choses un peu particulières. Si vous avez besoin d'utiliser des choses très proches du hardware, par exemple, je veux parler de la batterie ou des choses vraiment qui sont pas accessibles parce que c'est pas disponible sur toutes les plateformes et pour lesquelles ils n'ont pas virtualisé la chose, puisque par exemple la caméra est accessible via un objet caméra, l'accélérateur est accessible via un objet JavaScript qui s'appelle En, en- accélérateur. en fait, tu es limité aux API qui sont fournis à l'élément web, quoi, Alors qui est non, parce que disponible dans les c'est ce que applications. fait PhoneGap, c'est qu'il t'en monte un peu plus. Parce que typiquement, l'élément Ah, web, il n'a d'accord. pas forcément accès à la caméra, il a pas forcément accès à l'accéléromètre ou à d'autres choses comme ta liste de contacts, par exemple. Tu vois, c'est typiquement pas du tout accessible à une application web naturelle. Mais PhoneGap, du coup, te crée la passerelle et il te crée du coup des API JS que tu peux utiliser qui vont derrière te permettre d'accéder au contact du téléphone, typiquement. Tu vois? D'accord, ouais, parce qu'en fait, s'ils rajoutent rien par rapport aux éléments qui sont déjà disponibles, parce que Non. dans une fenêtre, enfin, je sais plus quel est le terme sur les mobiles, mais parce que moi, j'en ai pas fait beaucoup du mobile, j'ai dit ça marchera jamais, ce truc-là. Mais ouais, de ce que j'en avais vu, tu avais quand même déjà accès à un peu la caméra, peut-être pas complètement, mais tu avais déjà accès à ça, aux accéléromètres, etc., Oui, aux il y a des choses positions sur lesquelles tu as GPS. accès, mais Donc du pas coup, ouais, typiquement si les PhoneGap messages n'apporte, ouais, du coup, ouais, si PhoneGap n'apportait pas plus que ce qui est déjà disponible, je voyais pas trop intérêt. Mais s'il rajoute plus, ça, c'est pas mal. Alors t'as quand même l'offre d'encapsulation qui est offerte, qui est proposée, ce qui est pas nul parce que quand t'as fait ton HTML, ton CSS, ton JS, t'es toujours pas sur l'Apple Store, hein, typiquement. Donc Ouais. Est-ce que du coup, parce que tu vois, imagine tu veux faire une application qui utilise, je sais pas moi, l'accéléromètre. Et du coup, est-ce que, comme les API doivent pas être les mêmes sur iOS et Android, est-ce que du coup, dans PhoneGap, tu as accès à une seule fonction JS oui, ou à un seul objet JS qui va après traduire entre guillemets pour les différents ouais, OS? c'est tout à fait D'accord. l'intérêt de la chose. C'est pour ça que tu peux Ouais, effectivement d'accord. développer. Voilà, tu peux utiliser le compas, tu peux checker par exemple si t'es hors ligne ou offline. Ouais. Et quel type de connexion tu as, si t'es en Wi-Fi, 3G, Edge, machin, enfin tu vois, c'est des trucs qui sont Et quand même très après, liés au d'accord. mobile. T'as Et des après, trucs Du coup, ouais, typiquement. c'est dans PhoneGap, tu as une librairie JS finalement qui va s'occuper Exactement. derrière un peu comme à l'époque où jQuery, tu voulais faire de l'Ajax, tu passais par jQuery pour pas avoir à faire la version de l'appel Ajax à IE6, la version appel Ajax à Firefox, d'accord. Exactement. Ouais, donc Exactement. en fait, c'est vachement bien. Bah, moi je trouvais ça aussi assez intéressant. T'as tout un tas d'accès à des événements qui sont typiques du device, tu vois. Genre, il a cliqué Mm. sur quel est l'état de la batterie, est-ce qu'il est online ou offline, est-ce qu'il s'est mis en veille ou pas, enfin, est-ce qu'il a cliqué sur le bouton du volume pour l'augmenter ou pour le baisser, enfin, est-ce qu'il vient de terminer
un appel téléphonique. Toi, tu as des petits trucs un peu comme ça qui sont vraiment liés au mobile et qui du coup sont qui sont d'ailleurs que du coup tu peux utiliser sur iOS, Android et Windows Phone et BlackBerry et WebOS. Désolé si je les oublie de temps en temps, mais de manière juste avec du JS normal quoi. Et ce que je te disais quand je te disais que tu dois quand même, en réalité, la réalité c'est que tu fais un code par plateforme, c'est uniquement lié au design en fait. C'est-à-dire que c'est pas lié au Mm. comportement. Ça, t'as pas de problème. Ça, vraiment, Oui, ça, tiens. moi, tu le touches jamais. C'est juste ton calage d'icônes, tes superpositions, tes scrolling, tout ça qui vont pas bien se passer à cause de la multiplicité des écrans. Que du coup, tu vas préférer, pour te simplifier la vie, faire Ouais. deux types de design et comme ça, t'es tranquille. Et C'est un peu comme ça. techniquement, en fait, c'est possible d'en faire juste une seule, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué d'avoir une seule qui fait tout, quoi. On est d'accord. Ouais, enfin, moi, c'est le retour que j'en fais. Après, Ouais. il y en a qui auront probablement pu faire autrement, mais c'est voilà, c'est le retour que j'en fais. Moi, quand je m'en suis servi, au final, au bout d'un moment, on essaye de faire tout dans un seul et même code, et au bout d'un moment, on n'en peut Ouais. plus, et voilà. Par contre, il y a Et une chose qu'on peut préciser, c'est que PhoneGap propose aussi une librairie de plugins et qui eux sont spécifiques aux plateformes. Donc par exemple, et là pour le coup tu vas commencer à faire une branche pour Android, une branche pour iOS typiquement, quand tu vas commencer à inclure des plugins qui eux sont cette fois-ci développés bien spécifiquement pour ta plateforme. Par exemple, tu pourrais avoir des plugins d'accès à l'Android Market, pardon, au Google Play. Bon, qui évidemment sont absolument incompatibles avec les applications oui. iOS. Donc c'est le genre de choses dont tu vas que tu pourrais avoir accès, que tu pourrais avoir envie d'utiliser et sur lequel tu dirais bah ouais mais si c'est une plateforme qui est commune, je peux pas utiliser PhoneGap. Bah si, il y a quand même des plugins spécifiques aux plateformes qui te permettent d'aller plus loin dans l'intégration de ce que tu peux faire avec ton app. D'accord. Ouais, ça a l'air vachement bien. Après, du coup, ouais, c'est pas vraiment une application native dans le sens où ça reste un navigateur avec la barre d'adresse cachée. Oui, c'est un peu ça l'ambiance, hein. Et sinon, par rapport à Accelerator, qui, il me semble, hein, parce que j'avais un peu manipulé à l'époque, te permet de développer en HTML, JS, CSS, etc. Mhm. Et une fois que tu as terminé, il te faisait une vraie compilation, c'est-à-dire en Java pour Android et en C. Objectif-C. Oui, Objectif. Objective-C, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. En Objective-C pour iPhone. Ouais. Et alors du coup, je sais pas jusqu'où il allait. Est-ce il faisait une vraie compilation complète, c'est-à-dire il n'y avait plus de composants web ou quoi que ce soit de ce genre-là, ou est-ce qu'il s'arrêtait autre part? Mais Je du sais coup, il n'y pas. a pas une solution qui permettrait vraiment de faire du vrai natif à partir de langage web. Je crois que c'est la promesse hein, d'Accélérateur, pardon. Parce Moi, de ce qu'effectivement, que j'en avais vu, c'était ça, je crois que c'est effectivement. ça, parce que enfin, tu vois, quand tu veux partir du web et arriver sur le mobile, t'as deux stratégies. T'as un, j'encapsule un navigateur et ça c'est Ouais. PhoneGap. Il y en a d'autres, hein, mais l'exemple c'est ça. Et sinon, Accélérateur qui dit bah moi je vais te le convertir en un. C'est vrai que moi je me méfie toujours hein, des mecs qui transforment du code en un autre code. Ouais. Tu sais jamais comment ça termine. Moi, ce qui me rassurait dans l'utilisation de PhoneGap, c'était que bah, on sait ce que c'est quand tu développes, t'as toujours des trucs, des comportements un peu bizarres sur certaines plateformes et tout. Bon bah là, si t'as un truc bizarre sur iOS, tu prends ton Mac, tu sors un Safari et tu regardes. Mm. Tu vois. Alors que sur accélérateur, j'ai jamais fait d'accélérateur donc je préjuge, mais je me demande si bon, il y a certainement des solutions, mais en tout cas moi je me sentais plus rassuré de faire des choses comme ça en me disant bon ok, je Oui, sors c'est mon sûr. Chrome, je le fous sur un Android et je vois ce qui se passe quoi. Puis après, ça dépend aussi de l'application que tu fais, mais Oui, 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 la oui. plupart du temps, PhoneGap, ça devrait suffire. Oh bah moi j'ai fait des Et trucs compliqués avec hein. ouais. Et du coup, c'est quoi le prix? Non, en fait, alors le framework est gratuit. Ce qui est payant, c'est D'accord. les compilations. Alors attention, les tarifs, évidemment, c'est par abonnement, hein, t'imagines bien. En gros, il y a trois plans, trois abonnements. T'en as un gratuit qui te permet de compiler une seule app. Bon, donc D'accord. tu compiles autant de fois que tu veux, mais t'as une seule app. Par contre, alors, tu crées autant de comptes que tu veux si t'as envie de jouer. Sinon, t'as un compte qui est à 10 dollars par mois et qui te permet d'en faire 25. Voilà. Ouais, donc c'est très bien. C'est pas. C'est pas cher. Non, 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 Pas cher. non, mais pour. Tu vois, pour des petites agences ou pour des freelances, Oui, c'est oui, top quoi. clairement. Enfin, je veux dire, ça permet de sortir Ouais. des apps tranquilles. Alors, il n'y a pas d'app, il n'y a pas de plan supérieur à 25. Pour 25, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, à voir. Bon, à voir. Tu vois, si tu dois en faire deux à chaque fois, finalement, ça divise par deux le truc, donc c'est pas si magique que ça. Mais Ouais, bon, d'accord. pour le Et moment, niveau voilà ce qu'ils doc, proposent.
Et niveau doc, c'est bien ou pas? La doc est vraiment complète. Ça, c'est un truc qu'on peut vraiment souligner, c'est que j'ai, enfin, moi, j'ai jamais ressenti de manque sur la doc. Bon, alors, Ok. j'ai peut-être pas beaucoup de besoin de doc, mais mais j'ai jamais ressenti de manque. Il y a autre chose qui est rassurant dans cette techno-là, c'est qu'elle est supportée par Adobe, ce qui est quand même bon. Ça, moi, je trouve ça rassurant. Alors qu'Accélérateur, il est supporté par Accelerator. Et, donc c'est un vrai produit Adobe, voilà, qu'on retrouve dans le Creative Cloud, etc. Et, euh, et qu'est-ce que tu me demandais? S'il y avait et la doc est complète sur l'API de PhoneGap Core, oui. Sur les plugins, c'est un peu plus aléatoire en fonction de la qualité du développeur du plugin. Ouais, bah, comme Parce que d'habitude, quoi. voilà, c'est bon classique, hein, mais effectivement, si t'as voilà, il y a des plugins qui sont plus ou moins bien développés. D'accord. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Dans la toolbox, je vais vous parler d'un site qui est plutôt récent, il me semble. En tout cas, c'est Browser Stack. Donc, Ouais. pareil, en anglais, c'est compliqué à dire. Mais bon. Browser Stack, donc le site c'est www.browserstack.com. Et c'est à tester, vraiment. C'est un peu complémentaire de ce que j'ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire, plutôt il y a 2 semaines, c'est-à-dire Parallel Parallel Desktop. desktop, hein. Sauf que là, c'est tout dans le navigateur. Donc, grosso modo, c'est quoi, hein? C'est vous vous inscrivez. D'ailleurs, il y a un free trial qui est pas mal, qui permet vraiment de tout tester et qui demande pas la carte la carte de crédit à l'entrée, Ouais, en fait. Ça, c'est pas on, mal. on peut les féliciter pour ça, c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment bien, parce que sinon c'est bloquant, et puis on sait jamais s'ils vont pas automatiquement renouveler, etc. Donc ça coûte rien à essayer, et on a accès à un truc vraiment très complet, hein, quand on teste. Ouais, Et bah donc, comme je disais, hein, c'est un peu comme Parallel Desktop, c'est-à-dire que ça va vous permettre de tester vos développements dans plein de navigateurs, dans plein d'OS différents. Et là, l'avantage, c'est que c'est tout en ligne dans le navigateur. d'accord. Et ça marche plutôt bien, en fait, hein. C'est vraiment pas mal. Et là, le lancement se fait relativement vite, et c'est relativement répondant, je sais pas trop comment on dit, mais Réactif. réactif, voilà. Donc c'est très réactif, et bah, du coup, quand tu veux tester, tu peux lancer plusieurs en même temps, enfin plusieurs instances en même temps pour pouvoir tester. Et donc tu choisis ta plateforme. Donc tu as les plateformes, bah, c'est Linux, macOS et je sais pas s'il y a macOS, mais en tout cas il y a Windows. Tu choisis ta Ouais. version, bien sûr, donc Windows XP, Vista, Windows 95, etc. Et après, tu choisis ton navigateur, tu choisis la navigation enfin, la version de ton navigateur. Ouais. Et ah oui, aussi dans les plateformes, tu peux aussi choisir Android, iOS, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment très complet. Alors voilà, les OS, non, ça commence à Windows XP, ça va D'accord. jusqu'à 8.1. Ouais. Et effectivement, tu t'as pas de macOS. D'accord. Bon, après, T'as Linux, macOS, t'as des choses comme moi, ça ou non, même pas? T'as vraiment euh, que Windows? je suis en train de regarder en même temps. Ah non, t'as que Windows apparemment. D'accord, bah c'est Il me déjà pas semblait mal. il me semblait que, ouais, enfin, à mon avis, Linux, c'est encore plus facile que Windows à faire. Donc, C'est clair. voilà. Donc, dans les autres choses que tu as, donc, au niveau des navigateurs, tu as Firefox, IE, Safari, Chrome, Opera, en toutes versions D'accord. différentes. Pour Android, ça commence à la 1.5, quand même. Ah oui, quand même. T'as les iOS, Ouais. et tu peux même tester ton site que tu as en local ou sur un serveur en interne. Ah oui. Tu as les outils qu'il faut pour faire ça. Et tu as aussi accès à des outils de debug dans le navigateur que tu as actuellement que tu as lancé en fait. Donc tu D'accord. as un Firebug, tout ça. Donc tu as même accès à ça, Ouais. des outils de dev. Et voilà. Et après, tu as d'autres outils, mais qui sont plus du coup pour la partie payante. Ouais. Parce que bien sûr, tu as une partie payante pour ce site, pour ce service. C'est juste un site, c'est un service. Donc, pas besoin de carte de crédit, et ouais, tu as 30 minutes Ah, de d'accès au. navigation. Voilà. D'accord. Donc, Ouais, donc c'est ouais, court quoi. 30 Si tu minutes. veux débugger un site, 30 minutes, faut que t'ailles vite quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, je m'en suis déjà servi une fois pour ça, c'est vraiment dans un cas d'urgence. Mais en fait, 30 minutes, ça te suffit largement pour voir ce que ça donne, quoi.
Ouais, oui, pour Et tester, oui, pour voir vite fait. Pour être ouais, convaincu ou donc, pas du service, une demi-heure ça suffit, c'est clair. largement, parce que de toute façon, tu arrives dans le truc, tu es tellement impressionné que tu as envie de t'abonner tout de suite, de toute façon. Pas trop Ah, comment le ils ont fait ça. vendeur! Ouais, genre, je sais pas trop comment c'est fait techniquement, mais bon, clairement, tu as du cloud, tu as de la virtualisation, et puis la manipulation, elle est en flash, quoi. Donc, D'accord. voilà. Et donc, au niveau des prix, donc, tu as la version, ça, c'est même pas une version gratuite, du coup, c'est juste une période Une d'essai, quoi. version d'essai, ouais. Voilà. Et donc, la version la moins chère, elle est à 19 $ par mois, et ça te permet de tester seulement sur les navigateurs desktop. D'accord. Et après, la version qui vient avec tout, Mais sans sans, limite sans d'accès. limite de navigation, c'est-à-dire que tu peux tester autant que tu veux. Ah oui, oui, effectivement. Et après, donc, tu as 39 $ par mois, où là, tu as le droit à tout, jusqu'à 3 utilisateurs. Et après, tu as plein d'autres niveaux, ça va jusqu'à 400 $. Ouais. 400 $ par mois? Ouais, Ah oui, mais c'est pour plusieurs utilisateurs en fait, c'est pas pour un mec. et ben là, c'est illimité, et tu peux en avoir 10 en parallèle. Ouais, bien sûr. Parce que clairement, les mecs ils te font du proxy, etc. pour avoir accès aux Ouais, machines en fait, c'est ça l'ambiance. Donc du coup, exactement. effectivement, ça consomme de la ressource, donc c'est ça qui te font payer. Ok. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont d'autres plans aussi pour faire du Selenium et du test JavaScript sur tous Ouais. les navigateurs. Ils ont aussi des plans pour le screenshot et le responsive. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et tu vois, au niveau des prix, ils suivent vachement la tendance actuelle, c'est-à-dire on te fait une partie gratuite où on ne demande pas ta carte, et puis après c'est sans renouvellement automatique, si tu veux. Ouais. Enfin, c'est sans engagement plutôt. C'est Voilà. ça. Le jour où tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Ok. Tu as aussi une doc qui t'explique comment on fonctionne, notamment pour tester les choses que tu as en local ou en serveur interne. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Donc, moi, je préfère quand même utiliser Parallel Desktop D'accord. euh, parce que parce que en fait ça va plus vite, tu l'as en local et je trouve ça plus efficace. Après, c'est vrai que avec Parallel Desktop, tu as rarement 50 versions de ton navigateur, tu as rarement 50 versions de ton Windows, etc. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être complémentaire. Moi, j'ai pas encore choisi, mais Non mais si voilà. t'as pas envie de te prendre la tête à installer ne serait-ce qu'un parallèle desktop et ça peut être une Ah oui, solution quoi. voilà. C'est clair que c'est parce que en termes de prix c'est plutôt à l'avantage de parallèle desktop. Je sais pas ce que t'en penses mais il me semble. Bah oui, Parallel Desktop, c'est Mais si t'as pas envie de 70-80 t'emmerder à te dollars. paramétrer le truc, au moins c'est réglé quoi. C'est Ouais, bah après, Parallel Desktop, j'ai pas grand-chose à paramétrer, hein. La différence, elle se fait surtout au niveau du nombre d'OS, de navigateurs que tu auras, en fait. d'accord. Ok. Voilà. Mais après, bon, les deux sont très bien. Et vraiment, BrowserStack, c'est à tester parce que je pense que ça peut faciliter la vie à pas mal de monde, Oui, ça je veux bien quoi. croire. Notamment pour les agences web, ça peut être Ouais vraiment et bien. puis les ouais ou même les freelance designers ou Ouais. n'importe qui a envie de vérifier si son site marche bien sur tous les navigateurs. Ok, Mm. c'est cool. Bah écoute, super. Donc t'as quoi? Surtout que tu peux automatiser pas T'as le mal lien aussi. vers le site et puis un petit tuto intéressant à nous fournir pour savoir comment on peut s'en servir? Voilà, exactement. Dans les liens de l'émission, vous verrez un petit tuto qui a été publié sur NetTuts, Pas mal. On les aime ouais, bien. et qui explique bien comment ça fonctionne, etc. Voilà. Ok, c'est cool. En avant, dans la zone 404. Et cette fois-ci, on va bien se poiler, mon Teddy. Parce Ah, que ça va être le moment de parler de blagues de développeurs. Et là, c'est la fête. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu nous as déniché? alors c'est un fil de discussion, on va appeler ça comme ça, sur Stack Overflow. Mhm. Et le titre, hein, il est assez parlant, c'est What is your best programmer joke? Alors, désolé, c'est encore tout en anglais là pour le coup, mais Mais on va faire les efforts, on va les traduire pour vous parce qu'on en a choisi voilà. deux qu'on a trouvé les plus marrantes. Voilà. Donc c'est tout en anglais, mais après c'est de l'anglais un peu technique souvent, donc on a l'habitude de Ouais, le ça lire. se comprend, il n'y a pas de Ouais. souci. Alors moi, c'est vrai que je l'ai Et regardé, mine ton de rien, il y en truc. a pas mal, il y a 460 blagues. Et il y a des fois c'est vraiment marrant, et surtout c'est marrant de voir plein de blagues en fait juste pour les développeurs, quoi. C'est ça, ça fait plaisir. Bah moi, tiens, je t'en ai sélectionné une petite là qui m'a fait marrer. Alors je vous la fais pas en anglais parce que j'ai un accent pourri, donc du coup je la traduis un peu à la volée. Excusez-moi pour la traduction. C'est une requête SQL qui rentre dans un bar. Elle va avoir deux tables et elle leur demande est-ce que je peux me joindre à vous?
Bon, elle m'a fait marrer. Ça fait rire. Ça, moi, Elle est ça me bien. fait marrer. Ah, je sais pas si t'avais vu celle qui est juste après, mais Ouais. elle est. Je reprends, on va se faire interdire sur iTunes si on parle de celle-là. Ah bah non, alors il faut pas, hein. On n'est pas en explicite encore, faut pas le faire, hein. Ouais, bah oui, parce que c'est clairement explicite. Ah bah non, alors. Euh, Moi, une que j'aime bien, c'était quelqu'un qui demande il faut combien de programmeurs pour changer une ampoule? Ah. Et là, il y a un mec qui répond aucun, c'est un problème hardware. Ah, ça traduit Les bien la développeurs, philosophie des développeurs. Bravo les gars. voilà. Sinon, Non, il y en j'aime avait bien. pas mal. Il y en a qui sont connus. Ouais, Voilà. c'est Il y vrai. en a que qu'on va pas dire là dans l'émission parce qu'il faut la Parce qu'il lire pour la y a des comprendre. enfants Mais encore qui nous écoutent. voilà. Après, oui, il y avait la fonction get random number et Ouais. la fonction return 4. C'est ça. Et en commentaire, il y a écrit ouais, 4 a été choisi parce qu'on a lancé un dé et du coup, c'est complètement random. C'est un C'est dé. complètement random, c'est promis. Voilà. Bref. Des petites Voilà. blagues de Ah oui, développeurs qu'on aime bien, quoi. voilà. Une blague aussi qui est visible aussi sur Google, c'est pour comprendre la récursion, il faut d'abord comprendre la récursion. Ça, c'est Et... marrant. Et du coup, quand on fait une recherche du mot récursion sur Google, il va te proposer ce qu'il propose souvent, c'est Did you mean récursion? Donc voilà, moi je Tu trouve mines la ça même marrant chose. aussi. Comme quoi Google est un développeur. Ah, bah oui, c'est une boîte, ils font souvent des C'est trucs une comme ça boîte tout de le temps. tech, hein, ça y a pas de doute là-dessus, hein. Voilà. Après, ouais, aussi plein de blagues sur les développeurs et les femmes. Bon, Généralement, c'est que ça n'existe pas les développeurs avec des femmes. C'est souvent comme ça. c'est ça. Enfin voilà, à aller voir, il y en a beaucoup. Mais voilà, si vous êtes plusieurs développeurs dans votre boîte, ça peut être marrant à lire. Ça peut toujours être marrant à regarder, c'est clair. C'est clair. Non, mais j'ai bien aimé aussi, je me suis bien marré. Euh, Ouais, je trouvais ça pas mal, moi Et alors aussi. dis-moi, est-ce que tu pourrais pas nous raconter l'histoire de la mascotte de PHP, mon petit? Bah, déjà, on a l'évolution de la mascotte de PHP qui est intéressant, Ouais, c'est-à-dire qu'on voit comment les trois lettres PH et P se sont transformées petit à en petit en éléphant, un ouais. éléphant. Ce qui est... Enfin, c'est vrai que quand on voit l'évolution des différents logos, on se dit bah oui, c'est assez naturel finalement comme évolution, parce qu'effectivement, avec un peu d'imagination, vous remarquez que PHP écrit en majuscule, on peut imaginer un éléphant. Bon, faut consommer un petit peu de drogue avant, mais sinon ça marche. Et, et donc du coup, ouais, c'est tout un historique un peu sur comment a été choisie cette mascotte et son évolution et son histoire. Et si vous avez envie de faire un petit peu d'archéologie sur la mascotte de PHP, c'est un petit lien, c'est toujours sympa à lire. Par contre, il faut Ouais, avoir un peu de temps hein, parce qu'il y a du contenu. ouais. Et là, pour une fois, il y a l'interview de Vincent Pontier qui est en français. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Et Vincent Pontier, c'est un peu le père spirituel de Éléphant, avec PHP au lieu de... Ah non, c'est fait comment Éléphant? Non, c'est PH. Ah, Oui, je oui, suis c'est fatigué. PH, mais du coup, si tu Ouais, mets c'est P. fini. Donc ils ont rajouté un P et ça fait Éléphant. Éléphant. Ouais. Enfin, voilà, D'accord, c'était un truc sympa. C'est vrai qu'on le voit souvent, l'éléphant bleu, là, tout bleu. Et du coup, vous pourrez savoir d'où il vient. top. C'est carrément Euh, top. ouais. Ensuite, un petit lien, encore une fois, c'est un Bomberman qui a été développé en HTML5. Donc, Oh, il marche super bien, niveau graphisme, il est pas mal. Et surtout, c'est plus qu'un Bomberman classique, parce que déjà, le terrain en lui-même, il est grand. ouais, C'est multijoueur, c'est-à-dire c'est des gens qui se connectent, qui apparaissent comme ça sur la map. Et d'accord, c'est super fluide. Ils ont repris vraiment les codes du jeu Bomberman avec les bombes qui explosent au bout d'un certain temps. Faut pas se faire brûler par les flammes. d'accord, Et avec les bonus que tu peux choper. Et du coup, ouais, tu as plein de gens qui apparaissent sur la carte qui est assez grande. Tu as des murs qui réapparaissent de temps en temps. Et je trouvais que c'était super bien fait en fait. C'est ultra fluide. Les gens ils apparaissent comme ça. C'est vraiment bien fait quoi. d'accord. Ouais, Je ça sais donne pas envie. si t'avais C'est vrai déjà vu ça. non, alors j'avais déjà vu des jeux en HTML5 et à chaque fois j'étais épaté par la fluidité, la qualité des Ouais. jeux que ça redonnait. Je me dis punaise, mais c'est épatant quoi. La techno est vraiment au point, ça fait plaisir. Et Mm. alors, bon, ce Bomberman là, non, je l'avais jamais vu, mais le côté monde ouvert où tout le monde peut rentrer, sortir, en plus c'est très tendance hein, ça dans le jeu vidéo. Typiquement, c'est un game design qui s'appelle hop on, hop off. C'est-à-dire, Oui, c'est tu ça. rentres, tu sors comme tu veux quoi.
Et c'est tout à fait tendance, on le trouve aujourd'hui dans des jeux triple A. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête parce que je suis pas assez calé en jeux vidéo, mais c'est des game design qu'on trouve aujourd'hui et je trouve ça génial de les avoir dans son navigateur, surtout sur des Mhm. jeux aussi mythiques que Bomberman. Ouais, et puis là, c'est vraiment bien fichu, hein. Tu arrives sur le site, ça prend toute la largeur de ton écran, le monde est super grand, tu as des explosions dans tous les sens, des trucs et des bonus qui sont énormes, tu as des différents types de blogs, il est vraiment ultra complet, c'est pas une simple démo technique, on dit ah, regarde, j'ai réussi à faire l'explosion et tout, c'est vraiment c'est un vrai jeu complet. Et D'accord. c'est moi quand j'ai vu ça, c'était impressionnant, j'ai passé un petit peu de temps à y jouer quand même. Ah ouais? Ouais, bah, moi j'aimais bien les Bomberman Bah ouais, c'est vachement bien, t'as raison, faut pas s'en de plaindre. l'époque, ouais. Et celui-là, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Donc, je vous invite tous à venir essayer Et on se fera une et grande à voir partie ce de qui... Bomberman, hein, Exactement. c'est clair. Et à voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le navigateur, quoi. Alors après, j'ai pas essayé sur mobile, je sais pas ce que ça donne. Mais à mon avis, il est pas prévu pour. C'est possible qu'il y ait des limitations au bout d'un moment. Ouais, mais bah Mais après, ce serait faisable. Et ouais. là, par exemple, je vois en ce moment, là, je suis dessus, il y a 35 joueurs sur la map. Donc comme elle est grande, c'est pas du tout injouable. Et niveau perf, je suis quand même à 55 images par seconde quoi, sur mon vieux Mac pourri. D'accord. Donc, Ouais, donc ça roule quoi. ouais, c'est ultra jouable, c'est ultra. Là, j'ai un Nyan 4 qui est en train de poser des bombes de toutes les couleurs. Non, il est vraiment ultra complet. D'accord. Impressionnant. À voir. Bah cool. Ouais. Alors ensuite, encore une fois, c'est encore un petit lien. Ouais. En HTML5, il y a la Vibrate API qui va arriver sur tous les smartphones et peut-être les Ouais. tablettes, enfin, du moment il faut un vibreur, quoi. Le problème avec ça, c'est que dans le standard qui est en train de s'imposer, qui est en train d'être fait, c'est qu'il n'y a pas l'utilisateur, le propriétaire du téléphone, il n'a pas d'opt-in, c'est-à-dire il choisit pas s'il veut activer le Vibrate API ou pas. Ah, ça te demande pas Et si t'acceptes que la page web elle te fasse vibrer ton téléphone ou pas? exactement. Ah mon dieu. Et du coup, donc il y a plein de gens qui disaient ah c'est pas mal, on va pouvoir faire des retours un peu haptiques. Je sais pas Ouais, si tout à fait, des retours haptiques. Alors, marque ou c'est pas, ouais. c'est pouvoir confirmer la saisie d'une touche par Ouais. exemple, ou t'as ton téléphone qui vibre un petit peu. Donc ça effectivement ça peut être pas mal. Après, il y a des gens, des petits malins qui se sont dit tiens on va pouvoir faire des trucs marrants avec ça. Et il y Ouais, a je vois un bien, ouais. usage notamment, parce que du coup, avec l'HTML5, CSS3, l'interface, on peut faire une interface qui ressemble vachement à l'interface de base du téléphone quand il y a quelqu'un qui t'appelle. Ou D'accord. quand tu reçois un SMS, tout ça. Et du coup, dans ton navigateur, tu peux faire semblant que, hop, il y a quelqu'un qui est en train de taper en reprenant l'interface du téléphone et en faisant vibrer le téléphone avec le Vibrate API. Et du coup, ce que ça peut donner derrière, c'est que bah, soit tu fais ça pour rigoler avec les gens, soit les gens ils décrochent. Toi, avec ton événement JS, tu vois qu'il décroche et du coup, tu peux communiquer avec lui avec un serveur audio, des trucs comme ça, tu vois, et faire de la pub Ouais. ou faire. Ou alors même avec l'API de synthèse vocale dont je parlais au début par exemple. Ouais, bah ça après, à mon avis, ça va s'entendre. Ça va se voir. Mais ouais, après, tu pourrais le connecter, je sais pas moi, des trucs avec des femmes qui te parlent avec des voix suaves Tout ou à des choses fait. comme ça. Ah, mais Donc, je vois le genre d'idée de business que tu as en tête. c'est pas moi qui ai eu cette idée, mais voilà quoi. Et en plus, ouais, même avec le Vibrate API, on peut même mettre une balise audio, un HTML qui te fait une sonnerie. C'est clair. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, c'est Donc, d'accord, c'est curieux. Bon, voilà. ça va certainement changer, hein, parce que c'est quand même un peu Ouais, gros, mais mais c'est. Bah, mais t'as après, raison de lever l'alerte. C'est quand même inquiétant ou intéressant ouais. pour les petits malins qui nous écoutent. Ouais. Après, je sais pas trop. Bon, voilà, effectivement, je peux faire semblant qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, pousser les gens à décrocher. Après, je vois pas trop derrière ce que tu peux faire, à part passer un message de pub ou un truc dans le genre. Bon, voilà, c'est une utilisation un peu malicieuse du truc. Oui, Et de toute façon, ils auront vite fait de dire, bon, bah finalement, on le fout en opt-in, et puis comme ça, les gens, ils ont choisi de le mettre d'activer le vibreur sur cette page. oui, oui, non, ça c'est clair. Mais voilà, je trouvais ça marrant. C'est clair. Non, non, mais t'as raison, c'est top. Voilà. C'est top, c'est top. Ok. Et le Et dernier, le quelle est la dernier, dernière ouais, chose dont alors tu ça, voulais nous parler? c'est un truc qui est assez bizarre.
J'avais vu ça sur Twitter. Ouais. Hop, hop. C'est la MPAA. Donc la MPAA, je sais plus ce que ça veut dire. C'est la Music Picture Association of America. Grosso modo, c'est quoi C'est pas la l'équivalent qu'on a SACEM en France? française? Non, c'est l'association Ah, des des films, c'est les Universal. films. On doit avoir l'équivalent en France, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mais enfin, grosso modo, c'est le truc qui, aux États-Unis, portait plainte contre les gens qui avaient téléchargé un film ou qui avaient qui avaient diffusé 3-4 films et qui leur demandaient 50 000 dollars par film, des trucs comme ça. Donc c'est des Ouais, gens sympas. c'est ça. Et voilà, pourquoi j'en parle, c'est parce que ils viennent de rejoindre le W3C, Ah, le World Wide Web Consortium. d'accord. Qu'est-ce Donc, qu'il leur veut? bah, en fait, comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça, je pense que ça rejoint pas mal les discussions qu'il y a eu ces dernières semaines sur l'intégration de DRM pour les vidéos des balises HTML5. Ah, Et à mon avis, c'est juste pour ça qu'ils rejoignent ce truc-là, mais du coup, ça augure pas grand-chose de bon, en non, fait. en fait, on sent qu'ils vont mettre leur nez là où on n'a pas envie qu'ils le mettent et on va se retrouver avec des DRM là où on aimerait bien ne pas en avoir. Mais bon, Ouais. Alors, soit ils veulent placer leur bille pour faire n'importe quoi, soit c'est aussi peut-être juste pour se dire, tiens, on a une occasion de pouvoir utiliser la balise HTML5 vidéo avec des DRM pour protéger nos contenus, ce qui en soi est pas forcément mauvais, non, parce que le problème avec la balise vidéo, il y a pas mal de services web qui peuvent pas utiliser parce qu'il n'y a pas de DRM dessus en fait. c'est vrai. Et du coup, c'est trop facile à copier. Donc D'accord. voilà, ça peut être une bonne chose, mais voilà, après, je vois pas trop pourquoi ils rejoindraient le W3C pour autre chose. En fait, je vois pas d'autre raison. Non, je vois pas Donc non à mon plus. avis, c'est vraiment une histoire de DRM pour la balise vidéo. Mais bon, après, c'était marrant de voir la MPA qui rejoint le Qui envoie le W3C. W3C, oui, c'est un petit peu c'est un petit peu le loup qui rentre dans la bergerie, quoi. Ça fait un peu Ouais. ça. Mais Bon, après, ils vont croiser des gens qu'ils connaissent déjà, et j'imagine qu'ils ont déjà pas mal de relations oui, ouais, avec ils sont les certainement. Google, les Apple, tout ça, quoi. C'est clair, oui, ils vont pas Voilà, être perdus. ils se connaissent déjà, et c'est peut-être même les autres qui l'ont invité à venir. Donc pas mal de sujets à surveiller. Vous retrouverez bien sûr tous les liens et les sites dont on a parlé dans les notes de l'émission. Pour te Ouais. retrouver, Teddy, où est-ce que nos chers auditeurs vont s'ils veulent échanger avec toi? Bah, sur debugroom.fr déjà pour Tout commencer. à fait. Voilà. Après, bah, moi c'est principalement sur Twitter, @bellybast. Et Exactement. sur un site web, un jour je vais en faire un. Je suis quand même développeur web, ce serait bien que j'ai un site web un jour. Ça marche. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur Twitter, Benjamin Azan. Arrobas Benjamin Azan. Très bien. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Si on a dit des bêtises ou des choses intelligentes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. Salut.